Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales. Les annales d'Opale. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno, toujours au coin du feu avec mon comparse Cook. Bonjour à tous. Salut. À tous et à toutes d'ailleurs. Oui, en effet, c'est vrai que sinon c'est de la discrimination. Hein. Donc très content de vous retrouver pour un deuxième épisode, le véritable épisode cette fois. L'autre faisait un peu pilote, on va dire. C'est ça. Je crois qu'on a fait un peu plus long que prévu. C'est vrai qu'on partait sur une petite demi-heure, une petite quarantaine de minutes. Au final, pratiquement une heure. Hein. Bah, avec tout ce que j'ai coupé, ouais. Bon, écoute, vaut mieux en avoir plus que pas assez de toute façon. Et on va repartir sur à peu près la même formule, mis à part que on va inclure les parutions cette fois-ci dans les news. Toujours une chronique par tête, c'est pas mal, parce que sinon c'est une émission qui va faire 3 heures. Bon, je suis pas sûr que tout le monde ait le temps pour ça. Non, puis nous faut qu'on l'enregistre aussi, faut qu'on ait des trucs intelligents à dire sur les deux. Sur les deux chroniques. C'est sur des trucs longs, c'est un peu plus difficile, on va dire. Donc, écoute, on va attaquer avec les news, enfin avec une news d'ailleurs que tu as. Alors, en ce moment c'est un peu la période où tous les prix littéraires sortent leurs lauréats, leur classement. Enfin, le monde de l'imaginaire n'y coupe pas. Il y en a un qui est particulièrement attendu en France, qui est le Grand Prix de l'imaginaire. Donc là, c'est l'édition 2020. Donc c'est tout frais. Hein, les lauréats ont été révélés le 29 mai. Ah ouais, en effet, ouais. C'est assez récent. Ça a 2 jours, même pas, quoi. Mm-hmm. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le Grand Prix de l'imaginaire, il est constitué en fait de 10 catégories. Elle récompense des auteurs francophones, à part un prix, il me semble, qui est le prix de la traduction. Non, voilà, il y a une nouvelle étrangère et un prix de la traduction. Donc là, c'est forcément... c'est pas écrit en français à la base. Donc okay. C'est un prix francophone du fait qu'il a été traduit. D'accord. On récompense pas le texte original, si tu veux. Ok. Donc ça concerne, comme le titre l'indique, que des ouvrages qu'on considère faire partie des littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique, pour les 3 grands genres qui, en général, on peut se limiter à ça, on est à peu près juste, quoi. Mm-hmm. Comme la dernière fois, j'ai peut-être pas tout relevé, parce que y a une partie des lauréats que je connais pas. Ouais. J'avoue que autant sur la fantasy, la SF des années 70 jusqu'au début 90, je connais bien. Après, j'ai quelques lacunes. Si, pendant les années, entre 2000 et 2010 aussi, ça va, je me débrouille. Mais là, ouais, ces 10 dernières années, j'ai lu beaucoup moins de littérature de l'imaginaire et encore moins en français. Donc, il y a certainement des personnes très talentueuses que j'ai pas encore lues, mais là, ça va être l'occasion de m'y remettre un petit peu. Alors, pour le roman francophone, qui est quand même une catégorie assez importante, on a un personnage qui est assez connu des littératures de l'imaginaire en France, qui est Alain Damasio, avec Les Furtifs. Ah oui, je m'en doutais. Donc, voilà, sorti chez La Volte. Je l'ai pas lu encore. J'avoue que je me jette beaucoup moins sur les ouvrages d'Alain Damasio après L'Ordre du Contrevent, qui pour moi reste son meilleur, et par exemple, le recueil de nouvelles, Aucun souvenir assez solide, si je me souviens bien. J'avais bien aimé, mais bref. Autant il y a des nouvelles qui m'avaient bien transporté, puis il y en a d'autres qui étaient un peu plus convenues pour Alain Damasio. Ça reste très particulier, mais voilà, il y a des fois où on commence à sentir les choses un peu ses marottes, quoi. Mais bon, c'est normal, on peut pas non plus se réinventer à chaque texte. Disons qu'en plus avec l'Ordre du Contrevent, c'est vraiment difficile de faire de faire mieux, j'allais dire. Non, peut-être pas de faire mieux, mais plus original au moins. Ça c'est certain, parce que bon,
il arrivait avec un truc quand même qui était... Enfin, c'est vraiment une expérience de lecture, en fait. Bah, autant je peux comprendre qu'on n'aime pas l'art du contrevent, autant c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup, parce que déjà, c'est un récit de voyage, et j'adore ça, que ce soit au cinéma ou en lecture. J'aime bien les histoires qui se finissent pas vraiment, ou du moins la fin est pas primordiale, et c'est plutôt tout le cheminement qui me plaît. Enfin, je préfère avoir des super péripéties et avoir un début, une fin un peu nébuleuse, qu'avoir un truc bien borné avec des péripéties un peu attendues, quoi. Bah, surtout que niveau aventure, là, bon, c'est difficilement faire mieux. Alors, on lui reproche parfois d'être un peu pédant, que ce soit dans la langue ou dans les idées qu'il met en avant, mais bon, ça fait partie du style, donc moi je trouve que dans l'ordre du contrevent c'est très digeste, parce qu'il y a l'univers qui est très particulier. C'est vrai que dans la zone du dehors ça fait un peu plus donneur de leçons, on va dire. Ouais, parce que là ça touche quelque chose peut-être d'un peu plus politique aussi, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais moi je le rapproche d'un 1984 par exemple. Bah oui, plutôt, ouais, c'est vrai que bon bah c'est état totalitaire, tout ça. Il est dans ma pile à lire, hein. Je l'avoue que bon bah je l'ai pas lu encore, parce que sinon il serait pas dans ma pile. Mais j'y viendrai, je pense. Mais après, c'est le genre de truc quand même assez oppressant. Faut être dans une bonne disposition, je pense. On va dire ça. Surtout connaissant le gars, il va aller au bout de son idée. Et bon, je pense qu'il y aura plus tendance à la déprime qu'à la joie dans ce bouquin. Oh, ça va. Bon, ouais, je lirai ça de toute façon. Il le faut. Alors pour vous dire, moi souvent j'achète des livres et je ne garde que ceux que je relis régulièrement. Les autres je les donne, je les revends, enfin... Je fais en sorte qu'ils continuent à avoir une vie après, quoi. Si je les relis pas, ça sert à rien de les garder. Et le seul Damasio que j'ai gardé, c'est l'Ordre du Contrevent. C'est sûr. Voilà. Donc ça veut pas dire que les autres sont nuls ou quoi, c'est juste qu'ils m'ont pas autant marqué que celui-là. Alors je continue un peu, hein, il y a d'autres choses intéressantes dans ce Grand Prix de l'imaginaire. J'ai noté par exemple pour le Grand Prix de l'essai, c'est Lovecraft Je suis Providence de S.T. Joshi, donc sorti chez Actu SF. Je sais pas si tu te souviens, mais il a été aussi nommé aux Imaginales. J'en avais parlé un petit peu. Donc a priori c'est que ça doit être de la bonne cam, hein, si il est récompensé pour deux prix qui ont une certaine stature en ce qui concerne l'imaginaire en France. Bon bah chapeau l'artiste, hein, mais encore une fois je connais ni l'auteur et j'ai pas lu l'ouvrage. Mais du coup là ça pique un peu plus ma curiosité. En plus je me suis renseigné un peu sur le livre, c'est vrai que ça a l'air assez intéressant. Parce que ça parle finalement pas mal de l'auteur et un peu moins de l'œuvre, même si forcément, enfin, c'est absurde de pas parler de l'œuvre de Lovecraft, mais... Non, mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi sur le bonhomme, hein. C'était une sacrée personnalité, de ce que j'ai compris. Là. Ouais, c'est ça. La perspective a l'air assez intéressante, enfin plus intéressante que ce que j'ai l'habitude de voir dès que ça concerne Lovecraft, en fait. D'accord. Eh ben, écoute, t'as aiguisé ma curiosité aussi, je pense que j'ai racheté un œil pour voir. On fera une chronique croisée. Ah ouais, pourquoi pas. Je lance des idées, hein. Carrément. Et dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est prix spécial, donc qui peut récompenser d'autres choses en fait que de la littérature. Et cette année, ils ont décidé donc de récompenser l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, qui était du coup exposée à la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. D'accord. J'avoue que j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais ça avait l'air pas mal. Oui, bon après je vois. J'imagine que ça devait pas être fait à moitié, donc ça pourrait être super intéressant comme truc. Mais bon, c'est un peu le problème quand tu habites aux alentours de Paris, c'est que des fois en fait enfin parfois plutôt que des fois, ça peut être compliqué de se rendre à des points un peu isolé ou à l'extrême opposé d'où tu es, donc j'avais projeté d'y aller plusieurs fois et finalement t'as pas eu l'occasion. c'est passé à côté. Ouais. Alors c'est dommage parce que des expositions sur l'imaginaire, les littératures de l'imaginaire, il y en a pas souvent, mais il y en a quand même de plus en plus. Donc c'est un peu dommage. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire un petit report. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Ça va me motiver pour
pour enrichir un peu notre contenu. Pas bête. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Globalement aussi, quand même, les ouvrages qui ont été récompensés viennent toutes de maisons d'édition assez reconnues. Là, je vois La Talente, il y a le Bélial plusieurs fois, Robert Laffont, Hachette Jeunesse. Organique, je connais pas. T'as parlé d'ActuSF aussi. ActuSF, ouais, La Volte. Qui sont un peu plus petits, hein, mais qui ont une bonne carrure dans le monde de l'imaginaire. Ouais, clairement, ouais. Beaucoup de parutions chez eux, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà, enfin, je trouve ça intéressant de le relever quand même. C'est quand même des maisons d'édition qui... du coup, qui permettent à des livres de bien fonctionner, du moins d'avoir un succès critique. C'est vrai que je vois moins de toutes petites structures, ou du moins que je connais pas, à part Organique, tout le reste je connais, quoi. Ouais, pareil, je t'avoue que j'ai jamais entendu parler. Mais c'est normal, hein. Ça se trouve, c'est un truc énorme qu'on a zappé. ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas, après, je pense qu'on en a entendu parler, clairement, mais du coup, on peut avoir de bonnes surprises aussi, justement. Par rapport aux résultats. Ouais, du coup, là, c'est pour le prix graphisme. D'accord. Donc, c'est peut-être parce que c'est pas vraiment une maison d'édition, mais si, pourtant, c'est pour l'ouvrage Les îles Noires de Sylvie Lenné, et c'est Philippe Oreille qui a eu le prix. D'accord, ok. Écoute, on ira voir. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de fouiller un peu, donc peut-être que je vous en parlerai si j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'était tout pour ma news. Et du coup, je me permets, parce que c'est vrai que j'avais pas prévu de news, on peut peut-être parler de ça vite fait, justement, ça concerne les librairies, et notamment, à cause du confinement, il y a une grosse librairie de Paris, j'ai bouffé le nom, tu vois, c'est vraiment à l'improviste, parce que du coup... Il y en a plusieurs, si tu veux parler de librairies qui ont des problèmes, il y en a plusieurs. Ouais, Gibert aussi. Ouais, Gibert, ouais. Enfin, j'en parle parce que du coup, moi, personnellement, ça me touche directement. Je sais que je vais acheter beaucoup de bouquins là-bas. Enfin, beaucoup moins depuis que j'ai une liseuse, du coup. Mais n'empêche que, ça a quand même fait des ravages dans le monde de la librairie parce que, il y a 3 magasins qui ont été placés sous liquidation, il me semble. Ouais, c'est ça. Sous le coup de Alors, ils vont pas tous fermer, apparemment. Il y en a un, c'est pratiquement sûr, et les autres, va y avoir des arbitrages, ce genre de choses, donc... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Suite Chalon qui va fermer. Peut-être, je me souviens plus, mais ouais, j'ai vu passer la news. Ouais. Il me semble. Hein. Donc, voilà, c'est quand même assez triste parce que, c'est vrai que pour la personne qui achète beaucoup, que ce soit des CD, des bouquins surtout, c'est quand même quelque chose d'assez triste parce que, moi personnellement, j'ai toujours trouvé tout ce que je cherchais là-bas. Les vendeurs ont toujours été vraiment cool d'ailleurs. Enfin, tu sais que sur celui de Lyon, c'est une deuxième maison pour moi, donc je suis content quand même que ça les touche pas eux, tu vois, personnellement, même si c'est des collègues et qui peuvent en connaître eux de leur côté. Mais j'espère, je croise les doigts, j'espère que ce sera pas pour toute l'enseigne, parce que c'est vraiment un hub en fait là-bas. Vraiment beaucoup de titres qui arrivent, qui partent, et je suis vraiment tombé sur des trucs que j'imaginais même pas trouver en librairie, ou alors côté sur Amazon à des prix, enfin Amazon entre autres, voilà, sur les sites en ligne on va dire, à des prix exorbitants, et que là, tu vois, le Roi Squelette, j'en parlais dans ton autre émission, tu m'avais invité, tu m'avais demandé de parler de trucs pour le confinement, et le Roi Squelette limite introuvable, donc de Brussolo, et un jour je vais faire mon petit tour là-bas, boum, pour limite 10 balles, j'avais trouvé cette petite pépite en fait. Et voilà, ça me touche toujours de savoir que des magasins comme ça où tu y vas pour fouiner, pour perdre du temps des fois, tu sais, quand tu sais pas quoi faire, que t'as un petit rendez-vous, que tu vas te combler le temps à chercher 2-3 trucs dans le magasin, voilà, ça, je trouve ça dommage. Et c'est le Boulinier, je crois, l'autre magasin que je cherchais. Ah oui, le Boulinier, ouais, qui va fermer. Par contre, une institution parisienne. Exactement, et putain, tu vois, quand des trucs comme ça ferment leurs portes. Là, c'est apparemment le propriétaire qui a pas renouvelé le bail. Le bail, ouais. Donc c'est peut-être pour une autre raison que le confinement. Mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas plus de détails sur ça, mais c'est vrai que c'est... Alors pour le coup, le Boulinier, j'y allais moins parce que ce qu'il proposait était parfois dans un état un peu particulier, mais bon, en même temps, c'était beaucoup moins cher.
Ouais, voilà, ouais, ça fait expliquer. Mais ouais, c'est sûr que c'était pas mal. Si tu voulais trouver un bouquin à 50 centimes, t'avais par exemple, Dune, ils en avaient je sais pas combien de kilos. Si tu l'as jamais lu et que tu veux pas non plus investir dans une édition de luxe 40e anniversaire ou je sais pas quoi, ouais. C'était pas mal. Ouais, bah tu vois, j'ai connu quand j'avais été chez toi, que tu m'avais hébergé, j'avais été faire un tour et j'étais tombé sur ce truc, j'avais trouvé ça quand même assez hallucinant. J'étais reparti avec des bouquins. Ouais, il y avait moyen de trouver des perles, ouais. ouais, carrément, ouais. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur une news qui était pas prévue. Donc voilà, histoire de parler de Gibert et soutien aux copains. Voilà. Donc du coup, maintenant, bah, je vais attaquer avec les parutions. Parce qu'il y a des trucs bien sympas qui vont sortir, il y a des trucs qui ont été décalés à cause du confinement, du coup, qui sont sortis il y a peu de temps et qui devaient sortir en mars. Donc ouais, je vais te parler de Neil Gaiman. Du coup, on en parlait dans l'émission d'avant, parce que j'abordais le sujet du livre, livre audio, c'est ça, avec James McAvoy qui avait rejoint un casting. Donc Neil Gaiman, lui, chez J'ai lu, il y a un recueil de nouvelles, de romans et de contes qui va sortir, qui s'appelle Signal d'alerte. Et j'en parle parce que ça va être en rapport avec ma chronique en fait, parce que je vais chroniquer du Neil Gaiman, du coup. Donc comme je te le disais, c'est sorti, ça va sortir chez J'ai lu le 3 juin. Ça fait 480 pages et ça coûte 8,50€. Et connaissant le monsieur, c'est quelque chose, enfin, pour le peu que j'en ai lu, en tout cas, mais par rapport à son comics, par rapport à la chronique que je vais faire, quelque chose de très poétique. Et du coup, visiblement, il y a des contes, et je pense que il y a moyen d'avoir un truc vraiment pas mal entre les paluches, et surtout de très original. Donc toujours chez J'ai lu. Un truc qui devrait peut-être un peu plus te parler, de l'auteur de Game of Thrones, hein, du coup. alors ça va me faire parler plus que ça va me parler, tu vois. Je sais, c'est pour ça aussi sujet sensible. Hein, Martine. On fera un épisode sur le trône de fer. Ok. Ça mérite un épisode. Oui. Bah tu parleras beaucoup tout seul à mon avis, hein. Ouais, et puis parler. J'aurais peut-être d'autres expressions vocales. Ouais, voilà, ouais, entre autres. Non, moi je t'avoue, tu connais mon avis, hein. J'ai lu 50 pages. Autant j'ai lu des trucs de Martine qui m'ont vraiment plu, mais c'était dans un contexte tout autre que le trône de fer. Je sais pas, j'ai vraiment pas accroché à l'écriture. Donc du coup, j'ai lu 100 pages, j'ai tout cassé et j'ai décroché. Donc après, voilà, je pourrais apporter au moins ça à l'édifice de de ton épisode spécial sur Martine. Quoi qu'il en soit, c'est un bouquin qui s'appelle Feu et Sang, c'est le tome 2, qui se passe en fait 300 ans avant les événements apparemment de Game of Thrones, pour l'unification des 7 royaumes. Et apparemment le tome 1 était assez bien accueilli, ça se lit assez facilement, et tout ça, c'est peut-être moins raide que du Game of Thrones du coup, ou que du Trône de Fer, pardon, en français. Ça paraît le 10 juin. Ça fait 448 pages et c'est à 8,90 chez J'ai lu. Ok, bah, ça fait un bon rapport qualité-prix, quantité-prix pour Martine. Ouais, c'est sûr. Après, c'est dommage de s'en tenir à cet univers-là parce que, c'est un excellent novelliste, le monsieur. Et j'avais lu justement un recueil de lui. Pas grand-chose à rajouter, il écrit très bien des formats très courts, à tendance historique un petit peu. J'avais été assez bluffé parce que justement j'avais lu le Trône de Fer, le début du Trône de Fer, et que ça m'avait complètement sorti par les yeux. Et autant son bouquin de nouvelles avait été, j'avais vraiment accroché personnellement. C'est un peu normal, hein, c'est un type qui a écrit pour la télévision à la base. Mais tu vois, je l'ignorais. Quand tu lis le Trône de Fer, tu fais ouais, ça fera un super téléfilm. Par contre, ça fera pas forcément un super bouquin, je trouve. Enfin, il y a des pour et des contre, hein. Je jette pas tout en bloc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre son succès commercial. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Et souvent, les points qu'on met en avant sur le pourquoi c'est cool, le Trône de Fer, je comprends pas en fait. Quand on me les donne, pour moi, c'est des points faibles. Là, on a perdu le peu d'auditeurs qu'on avait. Hein.
Tu vois, quand on commence à dire, tu vois, c'est un roman choral et tout, je fais oui, c'est un roman choral, mais mal fait. C'est un mauvais roman choral. On va se faire des potes. Il sait pas écrire un roman choral, ce monsieur, mais il a d'autres qualités, donc... Ouais, c'est pour ça qu'il est une émission sur... peut-être pas forcément que sur le Trône de Fer, mais une bonne part sur l'œuvre de Martin, ça peut être intéressant, parce que bah moi je te rejoins, hein, j'ai lu un peu plus de format plus court de Martin, et c'est quand même... Ouais, c'est beaucoup mieux, hein, clairement, ouais. Et je dis ça, et j'ai pratiquement lu tous les tomes qui sont sortis du Trône de Fer, mais moi... J'ai arrêté de les lire, j'étais au lycée, donc j'avais déjà... comment dire, je lisais ça avant la hype du Trône de Fer, et quand je m'y suis remis au moment où c'est revenu à la mode, j'ai fait, en fait, c'est mon adolescence, mais ça ne passera pas ma vie d'adulte, quoi, ça mérite pas, quoi. D'accord, ok, j'ai compris. En tout cas, c'est vrai que c'est dommage de se limiter à juste ça, au final, parce que comme beaucoup de personnes qui écrivent et qui font des gros trucs, enfin des gros romans, ils font d'autres trucs à côté, en fait. Et ouais, il est assez prolixe. Oui, carrément, mais pas sur le Trône de Fer, bizarrement. Hein. Donc, non, c'est... Si vous voulez lire une saga de fantasy, lisez autre chose. C'est pas une bonne saga de fantasy. Bah, disons qu'il n'y a pas que ça, quoi. Ça se résume pas qu'à ça. Ouais, voilà. Mais bon, on va pas faire plus sur Martin, hein. Hein? Tu vois, j'aurais pas dû aborder le sujet. Mais il faut jamais, tu sais très bien. ça c'est un bouton, ça. Tu sais, on appuie de ça, on met des pièces, et après ça part tout seul. On a toujours pas parlé de Ward. Ouais, bon bah ça, on y reviendra. Donc voilà, c'était pour les parutions de ce mois-là. Et puis bah... Ok, donc du j'ai lu principalement. Ouais, voilà, exactement. Et puis il faut qu'on fasse court aussi, hein, parce qu'après c'est ce qu'on disait, si on fait une émission d'1h30 à chaque fois, là déjà qu'on a perdu des auditeurs sur Martin, bah, il va plus en rester beaucoup à la fin. Donc on va attaquer les chroniques maintenant, je te laisse commencer. Ok. Eh ben, tu parlais de contes tout à l'heure, donc je vais rebondir un petit peu. Je vais faire remonter la cote de notre podcast, parce que je vais parler de Tolkien. Ah bah voilà. Donc John Ronald Reuel Tolkien, pour son nom complet. Je vais pas faire une présentation de l'auteur, hein, je pense que tout le monde le situe à peu près. Et ça fait partie des auteurs qu'on abordera sûrement dans des épisodes thématiques. Donc on va se garder ça pour ces moments-là. Et je vais vous parler... Il a fait une série de fantasy aussi. Lui. Ouais, une petite, ouais. Ouais, il me semblait, hein, je crois. Ouais, ça a un petit succès. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu un truc avec la télé à un moment. Ouais, c'est ça. Enfin bref. Insignifiant. Allez, j'arrête de te couper. Alors, je vais pas vous parler de cette grande saga qui est Le Seigneur des Anneaux. Je vais plutôt vous parler de Faerie. Donc en fait, qui est un livre constitué de 3 contes. Donc le fermier Gilles de Ham, Smith de Grand-Bouton et Feuille de Nigel. Alors là, pour le coup, je les ai lus en français. Ça m'arrive des fois enfin, dès que je peux, je lis comme j'ai dit la dernière fois, j'ai les auteurs dans leur langue originale. Enfin, leur langue maternelle, plutôt. Donc là, j'avais une version française, donc j'ai lu ma version. Hein. Il est aussi constitué d'un essai sur les contes de fées, qui est issu d'une conférence que Tolkien a donnée à l'université de Saint-Andrew, en Écosse, en 1939. Donc le recueil, je vais appeler ça un recueil, hein, a été publié pour la première fois en 1947. Donc des années après la conférence dite, parce que en fait ça a été un peu enrichi au fur et à mesure des années. La dernière édition française à ce jour date de 2003 chez Christian Bourgeois, il me semble. Cet essai s'inscrit entre la publication du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc là, ça va avoir un peu d'importance. Faut bien avoir ça en tête. Alors, moi, je vais surtout vous parler, en fait, de l'essai dont le titre est du conte de fées, donc. Ok. Parce que bon, les 3 contes sont intéressants, hein, ça se lit bien. Après, je suis pas forcément amateur du genre. Mais bon, ils ont l'avantage d'être des contes originaux. Alors que souvent, quand on parle de contes ou de contes de fées, on a tendance un peu à parler des mêmes références. Cendrillon,
le petit poussé, enfin voilà les classiques. Souvent d'ailleurs on nommait qu'il y a plusieurs versions à ces contes. Donc là c'est intéressant, ce sont des contes modernes entre guillemets, même si finalement les contes dont je parle, la plupart ont été recueillis et mis dans un ensemble cohérent au 19e, 20e siècle. Donc il est un peu dans ce courant-là, Tolkien. Je dirais qu'il est un poil après, mais vraiment un poil. Disons que les frères Grimm sont pas loin, quoi. Mmh. Alors, du conte de fées, de quoi ça parle ? De contes de fées. D'accord. Donc, dans son essai, Tolkien présente plusieurs concepts, tels que le cas catastrophe. Donc, Quetzalcoatl, le cas catastrophe. C'est le moment dans un récit où le bien reprend l'ascendant sur le mal, qui paraissait imbattable l'instant d'avant. Donc, remettant provisoirement la victoire du mal à une échéance plus tardive. C'est dans le titre, hein, le EU, donc E de EK catastrophe, c'est le E grec, qui veut dire bon. En fait, c'est la bonne catastrophe. D'accord. C'est le retournement final, en général, qui fait que le mal est repoussé à plus tard. Donc, typiquement, dans Le Seigneur des Anneaux, là, je parle vraiment des romans et pas du film, où la clôture est quand même un peu plus claire. En fait, le mal est battu, mais il n'est pas définitivement vaincu. Mmh. Donc ce sera l'occasion d'une autre histoire qui pourrait se passer 10 ans plus tard, 100 ans plus tard, 1000 ans plus tard. Peu importe. Ça fait partie de la vision de Tolkien que finalement, il n'y a pas de victoire totale sur le mal. Et qui sera toujours présent, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de happy end. Et finalement, une bonne histoire, c'est qui va amener à cet affrontement entre bien et le mal, et le moment où, culminant, c'est le moment où le bien finit par gagner. Parce que si le mal gagne, c'est très rare de pouvoir rebondir, hein, tout simplement. En général, c'est une victoire... Enfin, si on imagine que le mal gagne, il doit détruire le bien, et plus aucun espoir n'est possible. Mmh. Bien que je pense qu'on puisse trouver des contre-exemples où le mal a vaincu, et dans le roman suivant, on voit le bien revenir à la charge, mais à ce moment-là, on se retrouve dans le cas catastrophe. D'accord. C'est là ce que je vous dis, c'est des éléments qui sont très connus de l'œuvre de Tolkien. Hein. C'est pas des choses que je suis allé fouiller. C'est vraiment des concepts qui sont constitutifs de l'œuvre de Tolkien. Alors peut-être qu'il les a pas formalisés avant cet essai-là, donc par exemple pendant le Hobbit, mais c'était déjà dans ses outils d'écriture, on va dire. On peut noter aussi le concept de monde secondaire, ou de monde imaginaire, qui donc est un monde non réel, mais dont les règles sont vraisemblables, et c'est un monde opposé au monde primaire qui est le nôtre. Donc typiquement le monde du Seigneur des Anneaux, ou du Hobbit, c'est un monde secondaire, donc il a des règles très précises, du moins on a l'impression que c'est des règles très précises, que tout est cohérent, donc c'est un monde qui vit de lui-même, mais qui n'est pas réel. Tout simplement. Mmh. Donc tous les univers de fantasy ou de SF peuvent rentrer un peu dans ce cadre-là, à partir du moment où ils sont vraisemblables. Mais par exemple, un univers qui est très différent du nôtre, mais avec des règles très cohérentes, rentre dans les mondes secondaires. Puisqu'on peut croire à ce monde-là, tout simplement. Comme une histoire fantastique qui se passe dans notre monde réel, mais où certains éléments sont un peu différents, rentrent dans les mondes secondaires. Donc c'est pas une notion très compliquée, mais c'est lui, à ce moment-là, qui va formaliser ce concept de monde secondaire. Donc dans l'essai, il formule 3 questions en introduction pour diriger un peu son discours. Donc qu'est-ce qu'un conte de fées ? Quelle est son origine ? Quelle est son utilité ? À quoi sert-il ? Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon ce serait absurde de vous proposer de le lire. Il prend plusieurs points de repère, en fait, pour répondre à ces questions. Notamment, il y a une longue partie sur les enfants. Après, je dis longue partie, mais l'essai est pas très long, hein. Je pense qu'il fait une 50aine de pages à tout casser. Hein. Ouais.
Et il met en avant le fait que, par exemple, le conte de fées n'est pas seulement destiné aux enfants. Bien qu'on ait tendance à avoir cette vision-là. Parce que, également, on qualifie certains récits de contes de fées, alors que selon ces critères, ils n'en sont pas. Typiquement, ce qui commencerait par « Il était une fois » et qui finit par « Ils vécurent très heureux », de son point de vue, on n'est pas tout à fait dans le conte de fées. D'accord, c'est intéressant ça. Donc ce qui paraît, comme nous, on a été élevés avec cette idée-là, ça nous paraît pas logique, mais dans sa perspective à lui, c'est tout à fait logique. Donc là, j'arrive un peu à l'aspect scientifique en fait du texte de Tolkien, puisqu'il reprend des théories de Max Müller, de George Dasent et Andrew Lang, dont sa présentation en fait est un hommage, puisqu'il est mort, c'est un folkloriste alors anglophone, alors je sais plus quelle origine il est, qui est mort en 1912, et en fait c'est l'université de Saint-Andrew qui a proposé à Tolkien, c'était le 3e sur la liste, de faire une présentation en hommage anniversaire à Andrew Lang. Donc il reprend ces théories de ces 3 personnages que je vous ai cités, tout en démontrant les limites de ces théories. Donc on est vraiment sur un texte scientifique, bien qu'il a été relevé par la critique que parfois il y a un manque de références et de développement pour vraiment le qualifier de scientifique 100%. Mais en fait, Tolkien était pas supposé créer forcément un texte à portée théorique universitaire. On l'avait invité pour pour faire un discours, et donc lui il a décidé d'exposer son point de vue sur des récits qui qualifient de contes de fées ou non. Par exemple, le Nouveau Testament, selon ses critères, pourrait rentrer dans le cadre du conte de fées. Donc c'est aussi assez intéressant, je trouve. Clairement, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était finalement dans Fiery ce qui était le plus intéressant, plus que les 3 contes de fées qui précèdent cet essai. Mais une fois qu'on a lu l'essai, ça permet de aussi remettre en place les 3 contes et de se rendre compte comment ils ont été construits. Et je parlais juste avant du fait que ça a été publié entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, Fiery. Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment il s'est servi de ces concepts qu'il a peut-être affinés à ce moment-là en faisant la présentation et au fur et à mesure en modifiant son texte, parce qu'il y a eu plusieurs publications de cet essai avec des ajouts. Et je pense que ça a permis de rendre une cohérence supplémentaire à l'univers du Seigneur des Anneaux. D'accord. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Fiery. Bah c'est pas mal, hein, du coup. C'est limite... Ouais, enfin c'est un essai, quoi. J'allais dire, c'est quelque chose d'un peu plus scientifique que ce qu'il nous propose d'habitude. Ouais, bah là on est vraiment à cheval, ouais. D'accord, ok. Non, mais ça peut être super intéressant pour comprendre, je pense, certains de ces textes, du coup. Et la vision qu'il a surtout, parce que c'est vrai que finalement on flirte toujours avec le conte, hein, chez Tolkien, c'est toujours très très lyrique et tout ça. Ouais, surtout que Tolkien était un linguiste à la base, mais du coup qui avait aussi une connaissance de la littérature germanique au sens large et donc un peu de civilisation aussi. Et je pense que tout ça et le fait qu'il soit universitaire, forcément, ça joue sur les réflexions qu'il peut avoir sur son œuvre. En fait, il peut avoir une vision, un recul scientifique que d'autres auteurs ne peuvent pas avoir. Alors je dis pas que c'est absolument ça qu'un auteur doit chercher et que c'est forcément mieux si c'est fait, mais l'avantage c'est que lui-même peut avoir une autocritique d'universitaire sur son œuvre. Donc je trouve que c'est plutôt un aspect intéressant de Tolkien, et comme il l'a fait, ça permet d'avoir... je pense qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles c'est un des auteurs les plus étudiés, il y a le fait que son œuvre est un pilier de la fantasy, mais aussi il a laissé un certain nombre de textes d'autocritique et de textes scientifiques qui permettent d'avoir vraiment déjà en détail son point de vue sur son œuvre ou sur la littérature en général.
Et ben en tout cas, bon, c'est quand même assez pointu comme truc. Bah, c'est facile à lire quand même, j'insiste. C'est pas, vous allez pas vous casser la tête avec 40 références dans tous les sens. Non, ça se lit bien quand même. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que bon, j'arrive avec un truc beaucoup plus léger, moi, je t'avoue. J'ai pas fait dans l'universitaire ou quoi que ce soit. Ah mais comme ça, tu vois, ça fait comme la semaine dernière. Moi, j'ai amené la déprime avec la métamorphose. C'est ça, exactement, ouais. Donc, moi, comme je le disais précédemment avec les parutions, aujourd'hui, moi, je vais parler de Neil Gaiman. Encore une fois, vous allez penser que je voue un culte à ce monsieur. Mais en vérité, je le découvre, en tout cas en livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle L'Océan au bout du chemin. C'est pas un truc très long, ça fait 256 pages environ. Et là, concrètement, on va retourner en enfance, donc ça rejoint aussi un petit peu les contes de fées. Donc, pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un narrateur, dont on n'a pas le nom, qui doit se rendre à un enterrement dans son village natal, et qui se retrouve sur un chemin qu'il empruntait quand il était enfant, qui maintenant a été goudronné, tout ça, il y a eu des constructions qui se sont faites là où il habitait, son ancienne maison a été détruite. Et donc il va remonter ce chemin, et ça va l'amener à la mare où il jouait quand il était petit. Il va s'asseoir sur un banc, au pied de cette mare, et à partir d'ici, il va partir dans ses pensées, et il va se remémorer des événements qu'il a vécu quand il était gamin. C'est aussi simple que ça, sur le papier, en vérité. Parce qu'on a affaire à quelque chose de très court, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire parce que ça va chercher quand même un peu plus loin que tout ça. Donc après, il faut savoir que c'est un mode de narration à la première personne. Moi, j'adore vraiment, je sais que ça peut rebuter beaucoup parce que ça peut être vite rébarbatif, et concrètement, moi je trouve ça beaucoup plus immersif, la première personne, parce que j'arrive vraiment à m'identifier au personnage, et le fait qu'il n'ait pas de nom, enfin qu'on ne sache pas, en tout cas son nom, et ça facilite encore ça. Donc pour le thème abordé, on sera concrètement dans l'enfance, mais ça va aussi parler donc fatalement du temps qui passe, mais il y a aussi beaucoup de thèmes sous-jacents, comme l'apparence des choses, l'interprétation qu'on s'en fait quand on est enfant, l'interprétation que les enfants se font des choses, et surtout à la capacité que les enfants ont à échapper à une réalité qui peut être dure, à la brutalité de la vie en fait, concrètement. Et cette capacité qu'ils ont à s'enfermer dans une bulle que les adultes des fois ont peut-être un petit peu de mal à comprendre. Donc c'est un roman qui est très nostalgique, et la force de Gaiman en fait c'est qu'il joue beaucoup sur les odeurs, sur les couleurs. C'est bizarre parce que t'as des auteurs comme Stephen King qui vont être très dans la description et qui vont faire des pages et des pages. Et là, c'est pas du tout la manière de faire du mec. Il arrive à te poser ça en quelques phrases, mais vraiment à te faire sentir dans le champ que le gamin traverse. Limite, si on pouvait toucher ce qu'il touche, ce serait pareil en fait. C'est vraiment très très immersif de ce côté-là. Et on se fait pas chier une seconde parce que il va passer d'une chose à l'autre sans forcément vraiment tout décrire. Donc c'est pas lourd à lire en fait. Après, la question qui se pose, enfin que moi je me suis posé en lisant le livre en tout cas, c'est est-ce que c'est un livre pour enfants ou pas, enfin enfants ou jeunes adultes, voilà. Et je suis pas vraiment arrivé à répondre. Je te dirais que peut-être, mais que en tant qu'adulte, en tout cas, c'est de là où va surgir la nostalgie en fait, parce que du coup, quand on est adulte, on a quand même traversé certaines choses, notre vécu il est là, et c'est sans doute des situations qu'on a tous vécues. Donc là, en l'occurrence, le héros fait un peu penser à un petit nerd en fait, qui a le nez dans les bouquins avec une grosse imagination, et moi personnellement c'était vraiment mon cas. À part que c'était plus... Ah bon, ça, franchement, je m'attendais pas à ça. Non, mais par contre, la seule différence, c'est que moi, j'étais plus un geek, vraiment plus à me plonger dans les jeux vidéo que dans les bouquins. Les bouquins, c'est venu quand même assez tard. Et bon,
Voilà, c'est très nostalgique. Il y a vraiment il arrive à nous plonger encore avec le langage de l'enfance, parce que du coup c'est vrai que ça se lit tout seul. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de grandes phrases, de grandes envolées lyriques et tout. Il nous décrit vraiment le monde comme l'enfant le voit, en fait. Donc du coup il y a un langage qui est vraiment simple, mais qui peut être horrifique, parce que quand même ça reste quelque chose c'est un roman qui fait peur quand même un petit peu. Ça reste du fantastique, hein. On est vraiment dans la littérature de l'imaginaire, parce que là, pour le coup, il va se battre contre... bon, je vais pas trop en dire non plus, parce que il va affronter un monstre, il va y avoir des événements qui vont faire que, bah voilà, on va vraiment basculer dans le fantastique, toujours en étant à la lisière de tout ça. Quelquefois, c'est un peu diffus, si tu veux, mais on y est. Après, il a su aussi bâtir une vraie relation entre les deux héroïnes, donc une fille et un garçon, qui pour ma part m'a beaucoup rappelé la relation entre les deux enfants qui était dans Laisse-moi entrer de Lindqvist. Je sais pas si ça te parle. Ah oui, ouais, j'ai vu la version suédoise. Ouais, génial, franchement. Quand je faisais du suédois, du coup. C'est tiré d'un bouquin. Ouais. Morche. Ça s'appelait Morche, je crois, en suédois. Ouais, parce que c'est le titre, c'est le titre du film. En fait, du coup. Chez nous, ça a été traduit par Laisse-moi entrer. Et ça veut pas dire ça en suédois. Ouais, j'imagine bien, ouais. Donc voilà, il y a cette relation où tu sais que la fille est beaucoup plus vieille que les apparences, mais c'est jamais dit. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à demi-mot. Donc c'est très... comment dire ? C'est une aura de mystère qui est entretenue tout le temps. Donc voilà, je te dis, on n'a pas de réponse à certaines questions. Ça, on comprendra à la fin pourquoi, mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand t'es dans le vif du sujet, quoi. Donc oui, les choses sont dites à demi-mot. L'enfant, surtout, ne se pose pas la question des événements. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on aurait été confrontés à tout ça. Je pense qu'on aurait littéralement perdu la raison. Alors que l'enfant, lui, il est là, il est face aux événements, face à des personnes qui sait beaucoup plus vieilles, avec un passé qui n'est pas spécialement celui qu'elle veut nous faire croire, en fait. Et c'est là où tu te demandes pourquoi il reste de marbre, l'enfant, ou alors il cherche pas à comprendre plus que ça. Mais au final, c'est bête, parce que tu te rends compte que, en fait, au final, les enfants, eux, ont une capacité d'absorption et d'acceptation qui est peut-être beaucoup plus grande que celle des adultes. Il va pas du tout réagir pareil face à des événements traumatisants ou étranges ou brutaux. Et donc c'est vrai que ça étonne au début de dire mais gamin, réveille-toi là, enfin il se passe un truc devant toi et tu bronches pas. Et en fait au final c'est tout à fait normal. Donc il faut arriver à appréhender le roman comme ça, parce que au départ ça peut paraître incohérent. Je veux dire, enfin il se passe des trucs dès le début et tu te dis mais il réagit pas en fait, ou pas comme il devrait, alors que en fait si, il réagit comme un enfant, quoi. Et je pense que si on avait été tous face à cette situation, et on aurait peut-être réagi pareil, voire même peut-être plus mal, ou peut-être mieux, mais ça, on peut pas savoir. Donc voilà, c'est vrai qu'on a vraiment affaire à des personnages qui ressemblent à la vision que l'enfant s'en fait, en fait. Et c'est marrant parce que ça s'applique pas seulement à ce roman. C'est vrai que quand t'es confronté à un enfant et qu'il te regarde avec une tronche de 6 pieds de long à te dire mais pourquoi tu me regardes comme ça, c'est peut-être compréhensible parce que lui il te voit d'une manière vraiment totalement différente en vérité. Donc voilà, l'océan au bout du chemin, c'est ça. Donc c'est très immersif, hein, encore une fois. C'est vraiment très beau, c'est onirique pour moi parce que c'est rempli de nostalgie, d'odeur et tout ça. Puis tu retournes en enfance, j'allais dire t'as envie de retourner en enfance, mais t'y retournes en vrai. Et jusqu'à la fin, qui est surprenante sans vraiment l'être, en fait. Mais c'est amené d'une manière vraiment très intelligente. Comme le reste du bouquin, en vérité. Tu te dis, ça se termine pas sur un vieux truc du genre, en fait il rêvait ou machin comme ça. Non, pas du tout. C'est non, ouais.
J'espère pour un auteur de cette carrure. Ouais, mais tu sais, des fois, la facilité, bon, en tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, il n'y a pas vraiment de défaut à ce livre. Moi, j'en ai trouvé qu'un seul, c'est que au départ, il y a beaucoup de parenthèses, beaucoup de choses entre parenthèses qui sont dites, mais vraiment dans la première partie du roman. Après, ça s'estompe. Donc, des trucs pour exprimer des idées ou des ressentis, c'est bizarre. Mais ça se calme après en deuxième partie. Donc, c'est un roman que je conseille parce que du coup, pour se familiariser avec l'auteur, je pense que c'est un bon pont. Notamment, on parlait aussi de tout à l'heure qui faisait des contes, des romans, enfin des courts romans, des trucs comme ça. Je pense que ce qu'on arrive à capter au niveau poésie dans L'Océan au bout du chemin, et il y a peut-être poussé ça ou posé ça, parce qu'il y a des comptines, c'est pas des comptines, il y a des poésies ou des vers qui sont récités dans le livre. Donc ça, voilà, je pense que c'est aussi un poète, un écrivain et un enfant. Pour conclure. Voilà, c'est un roman très nostalgique et il y a vraiment très très gros coup de cœur pour ce livre. Ok, bah ouais, c'est vrai que ça, de la manière dont tu en parles, ça donne bien envie de le lire. Et d'autant plus que voilà, je suis dans les frères Grimm, du coup les contes, ouais, qui sont pas tout à fait ce que l'on croit être si on ne les a jamais lus. Ouais, c'est l'idée qu'on s'en fait de l'extérieur en vérité. Ouais, c'est ça. Et ce que tu dis sur l'enfance, ouais, c'est plutôt intéressant et ça peut rejoindre une partie du discours de Tolkien. Ouais. Vis-à-vis de l'incrédulité, le fait de croire dans des choses qui n'existent ou qui n'existent pas, ouais. Qui sont beaucoup moins, ou que même nous-mêmes on était beaucoup moins prêts à croire n'importe quoi, mais qu'en même temps il y a cette capacité d'accepter quelque chose que tu comprends pas pour ensuite le comprendre plus tard. Oui, c'est ça. Alors que quand t'es un adulte, t'as tendance, si tu comprends pas, tu laisses en plan ou ton cerveau bloque et tu... Ben, on a tendance à rationaliser en tant qu'adulte en fait. Oui, c'est ça. Surtout. Et c'est vrai que quand on est enfant, on prend les événements comme ils viennent. Et je pense que c'est aussi une porte de sortie pour des événements ou alors des choses qui sont voilà, qui peuvent nous paraître étranges ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est fascinant comme mode de fonctionnement. Il faut pas s'étonner de certaines choses dans ce roman en tout cas. C'est ce que je peux dire, parce que c'est vrai que si on s'arrête à ça en disant bon, mais en fait non, enfin c'est pas comme ça que ça se passe, et ben si, en fait c'est comme ça que ça se passe, et il faut rester jusqu'à la fin pour vraiment comprendre que en fait si, vraiment. Et la fin, je le répète, est étonnante. Franchement, ça m'a bluffé. Le retour, c'est vraiment très cool. Bon, bah, on va conclure là-dessus. Ouais. Ça fait deux bonnes chroniques, je pense. Carrément, ouais. Bah, comme d'habitude, on est disponible sur SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube. YouTube maintenant, ouais. Tout à fait, je mettrai les liens dans la description, parce qu'on a un Facebook aussi, du coup. C'est ça, les Annales d'Opale. Annales avec un S, Opale au singulier. Enfin, surtout pas hésiter à appuyer sur la petite cloche de YouTube pour pas rater les publications que je mettrai au fur et à mesure sur notre chaîne, au cas où si vous n'ayez pas SoundCloud ou quoi que ce soit. Les publications sur le Facebook aussi. Nous contacter sur le Facebook. Et puis si tu vois autre chose... Non, bah il reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis dans 2 semaines justement, du coup, on va essayer de garder le rythme. Bah voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Et puis rendez-vous dans 2 semaines. On va entretenir le feu du feu de camp jusque là, je pense. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, on a quelques piles de bouquins à lire, ça devrait aller. Oui, on devrait tenir jusque là, en tout cas. Bah merci de nous avoir écoutés, en tout cas. À très bientôt. À très bientôt.